Voilà, donc nous y sommes. Je fais le bilan des 3 mois en Guadeloupe. 3 mois déjà, on est arrivé le 13 janvier. J'avais fait un bilan au bout d'un mois, ça me semblait bien déjà, un mois. J'espérais en faire un au bout de 2 mois, et puis je me suis un petit peu laissé dépasser par les événements. Du coup, j'en fais un pour les 3 mois. Donc 3 mois en Guadeloupe, le bilan. Alors déjà, j'ai envie de répondre à une question qu'on m'a souvent posée, ou une remarque qu'on m'a souvent faite, c'est oui, mais la Guadeloupe, si tu restes longtemps, c'est une île, tu vas vite en faire le tour, tu vas t'ennuyer. Alors c'est une question qu'on s'est posée. Est-ce qu'on va s'ennuyer, est-ce qu'on ne va pas s'ennuyer sur un territoire réputé petit? Et en fait, on pense qu'on ne va pas s'ennuyer parce que déjà la Guadeloupe, c'est vaste. C'est vaste et c'est très varié. Donc si je devais comparer par rapport à vivre en métropole, en Normandie, là d'où je viens, en Normandie, tous les week-ends, si je prends ma voiture, que je pars de chez moi et que je fais 1 heure ou 2 heures de route, je ne vais pas être très loin de chez moi en définitive, et comme les territoires sont larges, à 2 heures de chez moi, ça sera en définitive très peu différent de chez moi justement. Ce qui fait que même si je prends ma voiture 2 heures aller, 2 heures retour, je ne vais pas me dépayser tellement. Sauf peut-être à passer de la mer à la campagne, mais la mer sera toujours la même, la campagne sera toujours la même. En Guadeloupe, c'est différent parce que c'est un territoire qui est grand comme un département, plus petit que la Normandie, plus petit que la région de Normandie, plus petit que le département du Calvados, mais ça reste très grand. Pour une île, hein, c'est pas du tout l'île de Robinson. Pour aller d'un bout à l'autre, quand il n'y a pas de bouchons, que la circulation est bonne, on va mettre en moyenne entre 1 et 2 heures, suivant de quel bout à quel bout on va. Est-ce qu'on va d'est en ouest, du nord au sud? Est-ce qu'on longe la côte? Est-ce qu'on prend les routes par l'intérieur? Est-ce qu'on prend les très petites routes ou les routes principales? Voilà, donc allez, on va dire qu'en 2 heures, on va d'un bout à l'autre en voiture. Mais par contre, en 2 heures, si je pars du côté est du territoire, donc je suis en Grande Terre. Si je pars du côté est de Grande Terre, oui, je pars d'un paysage de plage de carte postale, plage complètement paradisiaque, mer des Caraïbes, l'eau bleue, les sables dorés, les cocotiers, enfin vraiment la carte postale des Caraïbes. Je prends ma voiture, je roule une petite heure à peine, j'arrive dans Pointe-à-Pitre et toutes les grandes zones commerciales, donc là je suis dans une très grande ville, j'ai accès à tout ce qui existe en termes de commerce, etc. Donc rien ne me manque. Je reprends la voiture encore, je continue vers l'ouest, j'arrive Basse-Terre, très vite je suis dans la jungle, jungle tropicale, donc complètement aux antipodes des plages paradisiaques de carte postale. Je continue encore, j'arrive à l'ouest de Basse-Terre, j'arrive à nouveau sur des plages qui sont d'une beauté indescriptible, mais encore là, complètement différentes des plages que j'avais vues côté Grande Terre. Donc vraiment, on a une diversité de paysages, une offre d'activités entre la plage, la randonnée, les rivières, la jungle. On a dans un territoire qui est assez réduit en temps, on va dire 2 heures d'un bout à l'autre, une offre complètement diversifiée et aux yeux d'un Normand complètement excentrique, hein, parce qu'en Normandie, quand tu as fait 2 heures, tu as surtout vu du bocage ou de la plaine, quoi. Ici, tu passes de la plage de carte postale à la jungle tropicale. Donc je ne pense pas du tout m'ennuyer du fait du caractère insulaire, parce que là, on parle d'une activité de terrien, mais au-delà de ça, il faut aussi penser à aborder l'île du point de vue marin, par la mer. Alors là, tu vas aller dans la mangrove, tu vas aller sur les îlets, tu vas te retrouver dans des lagons incroyables. Donc déjà, ne serait-ce que la dimension terrestre de l'île me paraît vraiment dense, variée, riche et assez inépuisable. Et si on y rajoute la dimension de la mer, alors là, on multiplie par 10. Donc à cette première question, voilà, moi je voulais répondre ça. Je ne pense pas du tout qu'on peut s'ennuyer en Guadeloupe parce que c'est hyper varié et tout est beau. Si tu traverses la Beauce, en France, tu traverses la région de la Beauce, tu as des champs de patates ou de maïs à perte de vue. On peut aimer ça parce qu'on y est né, mais c'est pas magnifique, quoi, hein, c'est pas très très beau. Alors que ici, tout ce que tu regardes, partout où tu poses tes yeux, sur la nature du moins, c'est magnifique. Ça vraiment, c'est le gros atout, je pense, de la Guadeloupe. Alors voilà, une deuxième question qui se pose souvent, qu'on me pose souvent, que nous-mêmes on s'était posé, Grande Terre ou Basse Terre? Est-ce qu'on doit choisir un côté de l'île ou l'autre?
Certains diront même une île ou l'autre, hein, puisqu'en fait elles sont séparées par une rivière, ces deux parties, donc on pourrait carrément dire qu'il y a deux îles, hein, mais bon, elles sont rejointes par un pont. Alors Grande Terre ou Basse Terre, en bon normand, je dirais ni l'un ni l'autre, les deux. Les deux sont magnifiques, qu'on soit amoureux des plages de sable fin ou qu'on soit amoureux de la jungle, de toute façon, on va trouver les deux. Alors nous, si on devait choisir au bout de 3 mois, on a une petite préférence, même peut-être quand même une préférence marquée pour Basse Terre. Basse Terre, pourquoi? Parce que bon déjà, la jungle. Alors autant sur Grande Terre, les plages de rêve, de carte postale nous avaient mis une grosse claque quand même, hein, ça c'est vrai. Mais alors quand on est arrivé côté Basse Terre et qu'on a vu la jungle et qu'on est rentré dedans, là ça a été vraiment abasourdi, quoi. On était abasourdi, c'est vraiment un tel changement de paradigme par rapport à tout ce qu'on a connu avant, que voilà, la jungle pour moi c'est extraordinaire. Et puis ce qu'on aime aussi côté Basse-Terre, c'est la population, parce qu'elle est beaucoup moins touristique, elle est beaucoup plus locale. Et donc on aime vraiment être au contact de cette population beaucoup plus locale. Quand on fait un comparatif, hein, si on va en Grande Terre dans un supermarché, il y a 90% de touristes, 10% de gens qui habitent. À l'inverse, côté Basse-Terre, on va au supermarché et là on va avoir 90% de gens qui habitent ici et 10% de touristes. Alors je schématise, hein, mais c'est pour donner une idée. Ce qui fait qu'on a vraiment l'opportunité, quand on est côté Basse-Terre, d'être beaucoup plus près des gens d'ici et de pouvoir discuter avec eux, bien sûr, échanger, appréhender leur mode de vie, leur culture et leur amour de l'île aussi, qui est vraiment, voilà, dès qu'on parle de leur île, ils ont les yeux qui brillent, hein, parce que c'est chez eux et c'est tellement beau. Donc voilà, alors Grande Terre ou Basse-Terre, les deux. Une petite préférence pour se poser côté Basse-Terre, sachant qu'on soit d'un côté ou de l'autre, en très peu de temps on peut aller de l'autre côté, hein. Donc si vous êtes dans la jungle et que les plages de carte postale vous manquent, elles ne sont pas loin. Voilà, donc je dirais ni l'un ni l'autre, les deux, capitaine Haddock. Alors on a parlé de forêt tropicale. La forêt tropicale, elle ne serait pas tropicale s'il ne pleuvait pas beaucoup, hein. Faut voir qu'ici, c'est très vert. C'est très vert parce qu'il pleut énormément. Surtout sur la montagne, hein, puisqu'il y a un effet de fön où on a l'humidité qui arrive de la mer, qui va sur l'île et puis qui est bloquée par les montagnes. Donc au moment où les nuages rencontrent les montagnes, c'est à cet endroit-là que ça tombe. C'est à cet endroit-là qu'il pleut le plus, hein. Donc c'est sûr que quand il pleut beaucoup, ça peut surprendre parce que quand il pleut ici, c'est torrentiel, hein. Il n'y a pas de petits pluie, il n'y a pas de petite bruine. Bon. Et puis surtout, ce qui peut surprendre, c'est qu'il peut pleuvoir d'une seconde à l'autre. Donc vous êtes grand beau temps et puis tout d'un coup, pouf, il y a une averse qui tombe, une averse des cordes, il pleut des cordes. Et alors ça peut durer 30 secondes et puis revenir au grand beau temps. Alors ça c'est génial. Moi je vois souvent sur les réseaux sociaux les gens qui disent alors quel temps il fait aujourd'hui, ou alors oh, ils annoncent un temps moyen pour la semaine prochaine alors que j'arrive en avion, est-ce que ça ne va pas gâcher mes vacances? Je serais tenté de dire qu'il ne faut pas se questionner sur le climat, de toute façon il peut changer d'une seconde à l'autre, d'une minute à l'autre, d'une heure à l'autre. Il peut pleuvoir 30 secondes comme il peut pleuvoir la journée entière, ou il peut ne pas pleuvoir du tout. Mais ce qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que même s'il pleut, de toute façon, il fait chaud. Donc si tu es à l'eau, à la mer, à l'eau, à la piscine, ou que même tu te trimbales en t-shirt avec ton short et qu'il pleut, tu vas être mouillé, mais quand il va pleuvoir, tu n'auras pas froid, parce qu'il fera chaud quand même, hein. Les températures sont quand même, restent élevées de toute façon. Et puis dès qu'il va arrêter de pleuvoir, tu vas sécher. Donc une fois encore, évidemment il pleut, sinon on n'aurait pas de forêt tropicale, on n'aurait pas de rivière à ce point riche, de cascades, etc. Mais franchement, jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé que c'était un souci. Donc là, le climat, on arrive nous début avril, hein, maintenant, mi-avril, le climat va changer. On a fini la période carême. Il y a 2 saisons en Guadeloupe, hein. Il y a carême, qui est la période la plus sèche, et puis il y a l'hivernage, qui est la période où il pleut beaucoup plus et puis où on va avoir des cyclones potentiels. Donc ce qui est amusant, c'est que l'hivernage, ça va être la période où il va se mettre à pleuvoir beaucoup plus, mais pour autant c'est aussi là que les températures vont être les plus élevées. Donc autant en carême on va être aux alentours de 27-30 degrés,
qu'en hivernage, donc la saison chaude et pluvieuse, on va être plutôt à 30-33 degrés. Pour autant, hein, 33 degrés, ça reste très supportable. Ça y est, on a des journées qui s'enchaînent depuis quelques jours, là, une semaine, à des 30-33 degrés. Mais on a les alizés. Les alizés, ben, ce sont les vents hein, qui viennent de la mer et qui nous balayent l'île. Et donc, c'est pas une chaleur étouffante. On n'a jamais eu jusqu'à maintenant le sentiment d'être assommé de chaleur. Autant j'ai pu connaître ça au Portugal, où à 30 degrés, on était vraiment complètement écrasé de chaleur. Ici, ça reste très confortable. D'ailleurs, vous pouvez le constater, hein, j'ai pas quitté ma salopette traditionnelle et puis je suis toujours en t-shirt ou chemisette et franchement, c'est très confortable. Voilà, donc côté climat, pour l'instant, tout va bien. La question que je me pose, c'est comment ça se passera quand il y aura des cyclones. Eh bien, on sera sans doute encore là, du moins je l'espère, pour le découvrir. Voilà, ce que je voulais évoquer aussi dans cette vidéo, c'est les plages côté Basse-Terre. Alors, elles sont magnifiques. Les plages sont variées, une fois de plus, pas une ne ressemble à l'autre. Des décors de rêve. Alors, on n'est plus dans le sable fin, c'est souvent du sable qui va être soit noir, très volcanique, soit orange, très orangé. Et puis, alors, on est moins sur le thème de la plage entre guillemets rôtissoir. Hein. Il y a beaucoup moins de gens qui viennent uniquement pour bronzer. Pour autant, ça peut être difficile de s'y baigner parce que autant beaucoup de plages côté Grande Terre sont très faciles pour la baignade, y compris avec des tout petits. Il n'y a pas de vagues, il n'y a pas de fond. Là, quand on arrive côté Basse-Terre, les plages sont beaucoup plus rugueuses, hein, beaucoup plus abruptes. Il y a des rouleaux, la mer est beaucoup plus forte, il y a des courants. Il y a des fonds, vous avez par exemple, vous allez marcher 1 mètre ou 2, il y a de l'eau jusqu'au genou, et puis d'un coup ça tombe, vous n'avez plus pied, quoi. Donc de l'expérience qu'on en a fait pour l'instant, et d'ailleurs ça a pu frustrer Noé des fois parce qu'il voulait se baigner absolument, et je lui disais non, c'est trop dangereux. On a pu se baigner dans ces plages-là certains jours, mais il faut vraiment être circonspect, il faut être prudent. Et il y a certains jours où on les voit, on y va, on est très bien au bord de l'eau, mais il ne faut pas rentrer parce que c'est trop dangereux. Il y a quand même des plages ici hein, qui font des victimes tous les ans. Des noyés et pas des gens qui font des malaises, hein, des gens qui se font emporter par l'eau, par les vagues. Donc il y a des blessés, il y a malheureusement aussi des décès tous les ans. Donc il faut vraiment garder la tête sur les épaules et puis savoir reporter au lendemain la baignade ou aller ailleurs, tout simplement. Hein, l'offre, alors là l'offre de plage ici elle est immense, hein, elle est vaste, c'est une île, il y a des plages tout autour. Donc il ne faut pas s'entêter à vouloir absolument se baigner dans une plage qu'on pense qu'elle pourrait être dangereuse. Et puis il vaut mieux reporter sa baignade ou aller se baigner ailleurs et être prudent. Voilà. Alors il y a des paysages de plage qui sont absolument subjugants hein, de beauté. Le soir, les couchers de soleil côté Grande Terre, côté Basse-Terre, pardon, sont magnifiques. Donc vraiment là encore des plages paradisiaques complètement différentes de l'autre partie de l'île, mais vraiment aussi de quoi se faire plaisir si on est prudent. Voilà, alors on a bien parlé des plages, hein, des plaisirs de la plage, etc. Mais je commençais à aborder le côté un peu des dangers de la plage. Alors il y a d'autres dangers en Guadeloupe par rapport aux animaux, mais il y en a en définitive très très peu. Hein. En Guadeloupe, il n'y a pas de migales, il n'y a pas de serpents, il n'y a pas de requins, voilà, il n'y a pas d'animaux vraiment dangereux. Bon, l'animal le plus dangereux en Guadeloupe, c'est comme partout dans le monde, hein, c'est le moustique. C'est le moustique parce que le moustique, il va vous contaminer avec la dengue. Si c'est un moustique tigre, si lui-même il est contaminé, il va vous piquer puis potentiellement vous contaminer. Bon, nous, ça fait 3 mois qu'on est là tous les 3. On a été piqués par les moustiques tous les jours. Quoi qu'on fasse, quels que soient les vêtements qu'on porte, les produits qu'on utilise, les précautions qu'on prenne, je crois qu'il n'y a pas une journée où on n'a pas été piqué au moins 1 ou 2 fois. Donc ça serait illusoire d'espérer trouver le produit miracle, la solution parfaite. Tout est bon à prendre, on utilise tout hein, pour essayer de réduire au maximum le nombre de piqûres parce que c'est statistique, hein, moins tu es piqué, moins tu as de chances d'être contaminé. Pour autant, à ce jour, ça fait 3 mois qu'on est là tous les 3 et pour l'instant, personne n'a fait la dengue. Alors ça, c'est déjà une très bonne nouvelle, ça ne veut pas dire que je ne vais pas la faire demain, puisque la dengue, ça se déclare très brutalement. Hein. Une fièvre brutale, insoupçonnée, pouf, qui démarre comme ça y est, t'as la dengue. Tu ne le savais pas, c'était en train d'incuber, ça y est, c'est ton tour. Donc je croise les doigts et puis je me dis, pourvu qu'aucun de nous y passe. Mais pour l'instant, en tout cas, on n'a pas fait la dengue. Et ça, c'est une bonne nouvelle, on fait attention, voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres animaux dangereux ? Quand on se baigne, il faut faire attention aux méduses, parce qu'il y a des galères portugaises.
Alors c'est pas un clin d'œil familial, hein. C'est ces petites méduses violettes qui sont très très jolies. Et par contre, leur piqûre, enfin leur brûlure est dévastatrice, hein. Ça peut même être mortel. Donc il faut vraiment faire attention quand on va se baigner. Déjà, regarder autour de soi avant de rentrer dans l'eau, ne pas hésiter à dire aux gens « ça va, vous n'avez pas vu de méduse », etc. Essayer de se renseigner un petit peu, être prudent, faire un peu comme les surfeurs, hein. Moi j'ai remarqué, les surfeurs avant d'aller à l'eau, ils ont toujours un bon temps d'observation du milieu avant de rentrer dedans. Moi je fais pareil pour la baignade, comme ça voilà, on se méfie des méduses. Moi je pense avoir été piqué par une méduse au moins 2 fois, mais c'était pas une galère portugaise, parce qu'il y a plein d'autres petites méduses, hein, qui peuvent vous brûler. À la plage des Amandiers, par 2 fois je suis allé m'y baigner, la plage est magnifique, mais par 2 fois, à un moment donné, et Noé ça lui est arrivé également, on a ressenti une brûlure légère. Et puis après quand on est sorti de l'eau, on avait une trace rouge, une fois sur le bras, une fois sur la jambe, une trace rouge, quelques boutons là, voilà, qui sortent, et puis hop, après au bout d'1 heure ou 2, on l'oublie. Mais quand même, voilà, faut faire attention aux oursins bien sûr, hein, donc il faut se baigner avec des petites sandales. Ça c'est important, toujours de mettre des petites sandales à la plage pour éviter les piqûres des oursins, mais il y a aussi des poissons-pierres qui ont une espèce d'éperon qui sort de leur dos, de leur nageoire dorsale, et qui peut vraiment vous piquer très très fort. Et là c'est pareil, c'est très très douloureux. Et j'ai lu, j'en ai pas eu la confirmation, mais qu'il y avait aussi des cônes, des petits coquillages en forme de cône qu'il ne faut pas ramasser, hein. De toute façon, en général, il faut toucher à rien, on touche avec les yeux, hein. Et des cônes qui peuvent vous piquer aussi, et qui peuvent être vraiment dangereux. Donc voilà, à part ça, mais ce sont des dangers qu'on retrouve partout ailleurs dès qu'on est dans des mers chaudes, hein. C'est pas propre à la Guadeloupe. Je dirais qu'à part ça, il n'y a pas de danger particulier. Il faut quand même se méfier d'un arbre qui s'appelle le mancenillier, qui est l'arbre le plus toxique de la planète. C'est-à-dire qu'il pousse beaucoup en Guadeloupe, il est endémique d'ici, hein. C'est un arbre qui pousse énormément ici. Et c'est un arbre qui est extrêmement dangereux à tout point de vue. C'est-à-dire que si tu le touches, il te brûle. Si tu es en dessous de lui, qu'il se met à pleuvoir et qu'il y a des gouttes de pluie qui ruissellent depuis ses feuilles et qu'il te tombe dessus, il te brûle. Quand je dis il te brûle, c'est des brûlures au 3e degré avec des cloques grosses comme des tasses à café, quoi, hein. C'est vraiment, voilà. Donc il ne faut pas le toucher, il ne faut pas être en dessous de lui quand il pleut. Faut pas le brûler parce que si tu le brûles, les fumées, les émanations de fumée qui s'en échappent sont épouvantablement toxiques. Donc cet arbre-là, quoi que tu en fasses, il te veut du mal, quoi. Grande méfiance, il y en a beaucoup, même si c'est pas omniprésent, hein. Souvent on croit qu'il y en a beaucoup, et puis il a un cousin qui est complètement inoffensif, qui lui ressemble beaucoup, donc on ne sait pas trop. En général ici, les locaux ils mettent soit un trait rouge ou une croix rouge sur le tronc, soit un bout de rubalise accroché à l'arbre pour prévenir, attention, cet arbre-là est dangereux. Donc si vous voyez un arbre avec des marques rouges ou des rubalises, c'est pas forcément des rubalises pour dire ne passez pas par là, c'est attention à cet arbre-là, quoi, hein. Il peut être très dangereux. Voilà, un petit peu les dangers que je voulais évoquer. Alors, en définitive, il n'y en a pas tant que ça, il y en a même bien moins qu'en Martinique, hein, puisqu'en Martinique, il y a des grosses araignées, il y a beaucoup plus de faune. Ici, on se faisait même la remarque qu'il n'y a pas tellement d'animaux. Il y a des oiseaux, etc., mais il n'y a pas tellement d'animaux, et on ne se sent pas sous la menace. Et un dernier animal qu'il faut mentionner, c'est le scolopendre, qui est une espèce de ver qui peut être d'une dizaine, quinzaine centimètres de long, les grands. Il a des pattes, c'est une sorte de 1000 pattes, hein, mais il n'en a pas 1000. Il a des grosses pattes, il est annelé, il marche assez vite, hein, il est annelé, et puis à l'avant, il a 2 gros crochets comme ça. Alors lui c'est pareil, s'il vous pique, là c'est la corvée, hein, hyper douloureux, ça brûle, c'est une folie. Donc avant de mettre ses chaussures, on prend l'habitude de les secouer, on les tape, hein, pour vérifier qu'il n'y ait pas un scolopendre à l'intérieur. Avant de s'asseoir dans le canapé, on soulève le coussin. Quand on se couche le soir, on regarde au fond des draps et sous l'oreiller. Voilà. Faut faire attention, le scolopendre c'est très dangereux, il y en a, mais en même temps on n'en a jamais vu pour l'instant dans les maisons. Les maisons souvent elles sont traitées avec des produits qui forment une barrière, on pulvérise tout autour de la maison pour décourager l'arrivée des scolopendres. Par contre on en a vu en vrai en se promenant en randonnée, on en a vu en vrai sur le chemin de randonnée. Donc une fois encore, hein, quand tu randonnes, tu mets pas des claquettes, tu mets pas des tongs, hein, tu mets des vraies chaussures, parce que si tu te fais piquer au pied par un scolopendre, tu vas t'en rappeler, quoi.
D'ailleurs, petit aparté, s'il y avait vraiment une chose à emmener dans ces valises, c'est ces chaussures de randonnée. Parce que si tu as des bonnes chaussures de randonnée qui sont bien faites à ton pied, que tu les aimes, ici tu vas les rentabiliser, hein. Alors évidemment tu vas te dire oh là là j'aurais très chaud aux pieds, mais oui mais tu marches dans la jungle, tu as des rivières à franchir avec plein de cailloux, tu vas marcher dans l'eau, tu vas gravir des chemins très escarpés, redescendre des chemins argileux. Non vraiment, les chaussures de randonnée, il faut vraiment les emmener si tu les as, sinon bah, tu pourras toujours en acheter ici, hein. On trouve de tout. Une autre question qui m'est souvent posée, c'est par rapport à la circulation automobile. Moi-même, je me la posais beaucoup, j'avais un peu des craintes, hein, des incertitudes par rapport à ça. Alors qu'en est-il? Est-ce que c'est difficile de circuler en voiture sur l'île ou pas? Moi, je trouve pas. Je trouve que la circulation ici, elle est apaisée. Je me fais souvent la remarque, le flux de circulation est calme, les gens roulent doucement et souvent bien en dessous vraiment, moins vite que la réglementation. Donc fréquemment, hein, si on est sur une partie à 110 km/h, eh bien, si on est sur une partie à 110 km/h, il est fréquent d'avoir des gens qui vont rouler à 90. Nous-mêmes, déjà, on roule tranquillement, on est des touristes, hein. Donc vraiment, j'ai pas du tout croisé en 3 mois de fous furieux du volant. Non, les gens, quel que soit leur âge, je trouve qu'ils conduisent très très bien. Ça c'est la première chose. La deuxième chose vraiment qui m'a frappé aussi sur la circulation automobile, c'est qu'il y a une très grande cordialité entre les automobilistes. Ici la circulation elle est dense, hein. Donc quand ça passe, tu vas avoir un flux continu de voitures comme ça qui s'arrête jamais. Donc si toi tu veux traverser pour t'engager, bah, tu risques d'attendre longtemps, hein. Parce qu'il y a tout le temps des voitures. Et sur l'axe principal, les gens spontanément ils vont ralentir, ils vont même parfois s'arrêter pour te faire des appels de phare que tu t'engages. Et ça va se faire des deux côtés, comme ça tu as attendu un petit peu, mais tu n'as pas eu l'impression d'y passer la journée, il y aura forcément quelqu'un qui te laissera passer. Si tu es au cédé le passage, tu es en centre-ville, etc., c'est pareil. Les gens ne sont pas arc-boutés sur le fait qu'ils soient prioritaires, au contraire, ils te font des signes, passe, vas-y, engage-toi, il n'y a pas de problème. Et donc ça, on le voit quotidiennement et c'est super appréciable. Je crois qu'en 3 mois de circulation dans l'île avec notre voiture, et pourtant on ne connaît pas, donc des fois on est vraiment hésitant, on va doucement parce qu'on a peur de louper un embranchement, etc. On s'est fait klaxonner une seule fois en 3 mois, et on s'est fait la remarque, on s'est dit tiens, ça fait 3 mois, et là c'était hier, hein, on s'est fait klaxonner une seule fois, donc c'est vraiment révélateur, quoi. La circulation est vraiment pas dangereuse, en tout cas c'est le sentiment que j'ai. Pour avoir longtemps roulé en moto, je lis beaucoup sur les réseaux sociaux les gens qui disent oh là là non, pas de moto, pas de deux roues en Guadeloupe, surtout pas de deux roues, il y a beaucoup de morts. Là c'est comme partout en fait, hein. Je pense que c'est comme en région parisienne et c'est comme n'importe où tu circules. Si tu utilises le deux roues en te disant je vais m'affranchir des bouchons et passer pleine balle entre les voitures, là c'est sûr que tu ne vas pas faire de vieux os, hein. Par contre, si en deux roues tu as une conduite posée, raisonnée, comme on dit toujours, il n'y a pas de bons motards, il n'y a que des vieux motards, c'est ceux qui ont survécu, hein. Si tu as une conduite posée, moi j'ai fait 30 ans de moto, hein, donc j'ai du recul sur le sujet. Je pense que si tu as une conduite réfléchie ici, elle n'est pas plus dangereuse qu'ailleurs. Voilà. Par contre, tu as des inconvénients ici, hein, c'est que comme je le disais précédemment, s'il se met à pleuvoir des cordes d'un coup, bah, tu n'auras pas le temps de mettre ton équipement de pluie. Et puis ici, le problème en moto, c'est que comme il fait 30 degrés ou 33 degrés, ou voilà, tu vas être vite tenté de rouler en short et en t-shirt, et ça les motards le savent, c'est pas bon, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu les limites que je mettrais à la pratique de la moto, c'est plus ne pas renoncer à porter son équipement, et on voit beaucoup de gens en deux roues qui roulent en short, t-shirt, avec des tout petits casques, pas de gants. Alors je le comprends, hein, du point de vue climatique c'est sûr. Après, si malheureusement tu sors de la route ou que tu chutes, si tu n'as pas du tout d'équipement, les conséquences là oui, elles peuvent être beaucoup plus graves, quoi. C'est un peu ça la limite que je mettrais. Après, il y a un autre aspect, c'est les dodanes. Ici, il y a beaucoup de dodanes. Et la nuit, tu ne vas pas forcément repérer les panneaux qui les signalisent, etc. Donc si tu es en moto, tu es à 80 à l'heure et que tu passes sur un dodane, ça peut te faire drôle. En voiture aussi, ceci dit, mais bon, tu risques moins la chute, hein, tu vas te cogner la tête au plafond. En moto, voilà, les dodanes ne sont pas toujours très très bien signalés.
ou alors la signalisation va être cachée par de la végétation, vu qu'ici tout pousse vite, voilà. Voilà. Une dernière petite réserve que je mettrais sur la circulation, c'est quand tu roules en voiture la nuit, faut faire très très attention parce qu'ici il n'y a pas de trottoir, très peu de trottoirs sur les bords des routes, et les gens malgré tout ils ont besoin de se déplacer à pied. Donc la nuit, tu risques d'être confronté à des piétons vraiment sur le bas-côté qui ne sont pas signalés, qui n'ont pas de lumière. Alors certains ils se signalent avec la lumière du téléphone portable, hein, mais il y en a, moi j'en ai vu, hein, qui marchent au bord de la route, qui ne sont pas signalés du tout, qui sont habillés sombres en pleine nuit, et là tu peux facilement les faucher. Et nous il nous est arrivé pire, c'est qu'on a failli faucher quelqu'un quand même, hein, un piéton. On a eu très chaud là, ce soir-là, mais c'est quelqu'un qui était visiblement en état d'ébriété, qui était ivre, hein, et qui marchait sur le bord de la route, pas signalé, donc complètement dans le noir, et qui en plus titubait, quoi. Il titubait, et on l'a vu au tout dernier moment devant notre voiture, et je l'ai vu tituber et perdre d'équilibre et aller vers le devant du capot de la voiture. Nous on était à 60 à l'heure, hein. Donc j'ai fait un écart à gauche pour l'éviter. Alors heureusement on l'a évité, hein, parce que là ça aurait pu être catastrophique pour lui, hein. Pour nous aussi, mais surtout pour lui, hein, en tant que victime, hein. Donc on l'a évité, il y avait des voitures en face, ça a klaxonné, on est passé, les rétros se sont pas touchés mais presque. Bon voilà, on s'est dit tiens, la nuit déjà on évitera peut-être, et puis en tout cas on ira encore moins vite que 60 à l'heure, on fera encore plus attention, on sera encore plus vigilant, parce que ça c'est un problème qui peut survenir, c'est vrai. Mais sinon voilà, je pense que la circulation est vraiment agréable, et moi je me sens très en sécurité en voiture. De toute façon globalement ici je me sens très en sécurité, hein. Ça c'est vraiment appréciable. Alors quand on commence à prendre la voiture et qu'on se déplace, souvent on va tomber sur des petits restos. Alors nous on en a testé pas mal, hein. Des petits restos au bord de la route qui sont tous plus pittoresques les uns que les autres. Et alors les tarifs, ça va de 8 € par repas à 12, 15 €. Souvent celui qui est à 15 € n'est pas meilleur que celui qui est à 8 ailleurs, hein. Le prix, voilà, il n'est pas affiché bien souvent d'ailleurs à l'extérieur des restaurants. Bon, tu te dis que même si tu payes 15 € pour un repas, de toute façon c'est déjà pas cher. Mais on a trouvé des petits restos à 8 € par personne où on se régale. Donc ça paye pas de mine, c'est sous des tôles, hein, tu vas manger sous des tôles, c'est pittoresque à souhait, tu comprendras pas forcément ce que te dira la dame quand elle cuisine parce qu'elle te parle en créole et toi tu le parles pas, mais de toute façon tu vas te régaler. Et puis si le lendemain tu as un peu mal au ventre, c'est que tu es en train de t'habituer à la région, hein, parce qu'il y a du piment, il y a des tas de choses que tu ne connais pas, en tout cas moi c'est mon cas. Et donc il faut les apprivoiser doucement. Mais ces petits restos là on en trouve beaucoup. On y mange des choses très typiques, hein. Faut fuir tout ce qui est touristique, pizzeria, hamburger, etc. Sauf si tu en as envie bien sûr, hein. Mais tu peux vraiment trouver meilleur et local, et pour des prix très raisonnables, de très bonne qualité moi je trouve. Donc quand tu vas te balader, que tu prends ta voiture, tu vas à la plage, etc., tu n'emmènes pas ton pique-nique, tu t'embêtes pas avec la glacière, hein. Tu vas trouver à manger facilement. Tu as aussi des restos beaucoup plus chers où tu peux aller, qui vont être parfois très très bien situés en bord de mer. Si tu as envie de t'offrir le cadre, tu vas payer 10 € de plus ton repas, ça sera le même qu'ailleurs, hein, sauf que tu ne voyais pas la mer, c'est toi qui vois. Voilà. Alors on va aborder aussi des sujets un petit peu plus terre à terre, hein, des choses du quotidien, de l'organisation du quotidien, qui sont importantes pour bien profiter. Et il y a un sujet qui revient très souvent ici, un sujet qui est quand même très 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 lourd, hein, pour la population locale et également pour les vacanciers, c'est les coupures d'eau. Parce que oui, il y a des coupures d'eau. Des coupures d'eau qui peuvent être courtes, des coupures d'eau qui peuvent être compensées par des tours d'eau, c'est-à-dire que tu vas avoir de l'eau de 18 h à 6 h du matin, puis tu n'en auras pas dans la journée, ailleurs ça sera, tout le monde va se partager l'eau. Puis tu as aussi des coupures d'eau qui durent, et là récemment on a vu des zones qui ont été privées d'eau pendant 10 à 12 jours. Quand tu vis sous les tropiques par 30 degrés et que tu n'as pas d'eau courante pendant 12 jours, il y a de quoi se poser la question, quoi. Tu te dis, alors d'accord on est en Guadeloupe, est-ce qu'on est en France ? Parce que j'imagine que n'importe où en France, s'il n'y avait pas d'eau pendant 10 ou 10 jours, mais plusieurs fois par an, hein, parce que c'est pas une fois comme ça, je pense qu'il y aurait vraiment des révoltes, hein. Alors ici les gens ils font avec, ils se débrouillent, ils vont à la rivière, ils se débrouillent comme ils peuvent, quoi. Mais ne serait-ce que pour l'hygiène, quand tu n'as pas d'eau, 2 jours c'est déjà compliqué parce que tu vois, on n'y pense pas, mais quand tu veux tirer la chasse d'eau, il n'y a pas d'eau. Il faut trouver des seaux d'eau pour aller vider les toilettes, quoi. Et ça, quoi que tu fasses, la nature t'y échappe pas. Donc tu vois déjà cet aspect-là, c'est très très vite compliqué. Ensuite tu peux pas te laver. Donc tu transpires tous les jours, tu vas à la mer, tu peux pas te laver. Donc ce qu'il faut déjà,
Si tu loues, que tu prévois de louer un logement en Guadeloupe pour tes vacances, il faut bien s'assurer que le logement il est équipé d'une cuve d'eau. Alors, il y a de plus en plus de logements qui en ont, hein. Ce qui fait que l'eau du réseau, quand elle est présente, elle arrive, elle tombe dans une cuve, la cuve se remplit, et une fois que la cuve est pleine, hein, les robinets sont alimentés par la cuve et pas par le réseau directement. Ce qui fait que si le réseau se coupe, qu'il y a une panne d'eau sur le réseau, toi tu vas commencer à vider ta cuve. Et tant qu'elle n'est pas vide, tu auras de l'eau. Si tu as de la chance et si la cuve est grosse et si la coupure n'est pas trop longue, tu ne te rendras même pas compte qu'il y a une coupure d'eau parce que tu auras consommé l'eau de la cuve. Et puis hop, le réseau revient, il se met à re-remplir la cuve et hop, toi tu n'as pas vu qu'il y avait une coupure. Bon, malgré tout, une cuve, aussi grosse soit-elle, ça ne peut pas marcher à l'infini et je pense qu'au bout de 10 ou 12 jours, à moins d'être très restreint sur l'utilisation que tu as de l'eau, tu seras embêté quand même. Mais sur une bonne partie des coupures, si tu as une cuve, ça va être moins inconfortable. Le petit revers de la médaille, enfin de toute façon, voilà, mais c'est que tu ne vas pas boire l'eau de la cuve parce que l'hygiène de ta cuve n'est pas garantie au niveau potabilité. Ceci dit, l'eau du réseau non plus. Elle n'est pas bonne à consommer à cause des pollutions chimiques qu'il y a eu sur l'île pendant très longtemps. Pour la culture de la banane, le chlordécone a pollué les ressources en eau. C'est une cochonnerie chimique qui a été injectée dans toutes les terres et dans toutes les rivières et jusque maintenant les rivières se jettent dans la mer, donc même la mer là où arrivent les rivières est polluée, hein, donc la pêche n'est pas possible, on ne peut pas consommer les écrevisses de rivière, on ne peut pas boire l'eau à cause du chlordécone. Ah bon, tu achètes de l'eau en bouteille, mais s'il faut que tu te laves et que tu tires la chasse d'eau avec de l'eau en bouteille, tu vas vite faire le tour de l'exercice. Donc voilà, le petit truc à savoir, si tu veux prendre une location, assure-toi qu'il y ait une cuve, parce que ça va être un confort supplémentaire. Ça c'est important. Alors on reste dans les petites choses confortables, la clim ou pas la clim, grand débat, la clim ou pas la clim. Je dirais ça dépend. Parce que les maisons traditionnelles ou les maisons récentes mais construites avec des plans traditionnels, elles sont très bien adaptées à une ventilation naturelle et à la chaleur, ce qui fait que même si tu n'as pas la clim, la maison ne va pas être désagréable. Tu auras chaud, mais tu n'étoufferas pas. Nous, on a loué plusieurs maisons hein, depuis qu'on est là. Dans une maison qu'on avait louée, il n'y avait pas la clim partout. Et pour autant, moi, je préférais largement dormir dans la chambre où il n'y avait pas la clim, parce que c'était très bien ventilé et très agréable. Alors tu dors, il fait 27 degrés la nuit, mais t'étouffes pas parce que c'est très bien ventilé. Par contre, si tu résides dans une maison de construction métropolitaine, hein, donc qui n'a pas pris en compte dans sa conception ces soucis de ventilation naturelle, là il te faut la clim. Parce que tu te retrouves avec une chambre fermée, il fait 30 degrés, tu n'as pas d'air, t'étouffes, hein, tu dors pas. Tu mets la clim et puis là tu l'apprécies vraiment ta clim. Hein. Tu mets 26, tu mets pas 19. Hein, quand je pense qu'en métropole on dit il faut dormir avec 17 dans les chambres, ici quand tu dors avec 27 t'es content. Mais t'es bien de toute façon. Voilà, donc la clim. Ou pas la clim, ça dépend et c'est toi qui vois. Ce que je voulais évoquer aussi, c'est le frigo. Ici, il faut un grand frigo parce qu'on met tout au frigo. Tout va au frigo. Les produits frais, mais aussi les produits pas frais. Au frigo, on met les pâtes, on met le pain, on met tout ce qu'on ne mettrait jamais au frigo d'habitude. Pourquoi ? Parce qu'ici, on vit dehors. Les maisons sont complètement ouvertes. Il faut imaginer... là par exemple où on réside en ce moment, la cuisine et les séjours sont ouvertes sur l'extérieur. Quand je te dis ouverte, c'est une terrasse couverte. Ta cuisine, ta télé, ton canapé, etc. C'est sur la terrasse, complètement à l'extérieur. C'est couvert, donc il ne peut pas te pleuvoir dessus s'il pleut. Mais c'est ouvert au cas de vent. Pourquoi ? Parce que tu es bien quand il fait chaud. Mais donc le petit revers de la médaille, c'est que tu vis chez les insectes en fait. Hein. Les fourmis volantes, etc. Les abeilles, tu vis avec eux. Donc si tu n'aimes pas du tout les insectes, il faut y penser avant de venir. Mais ce qu'il faut surtout, c'est ranger tout ce que tu as bien dans des boîtes hermétiques ou bien refermer les conditionnements et puis mettre dans le frigo parce que là, le frigo c'est étanche, les insectes n'y vont pas. Parce que si tu laisses tes pâtes dans un tiroir, si tu laisses tes gâteaux secs dans un tiroir, ton lait, etc., le lendemain tu reviens, ils se sont installés, ils ont fait la fête, ils t'ont tout mangé. Hein. Donc vraiment, tout mettre au frigo. Et puis, ne jamais laisser traîner des petits déchets alimentaires. Parce que si tu laisses un petit bout de quelque chose quelque part, tu te retournes 10 minutes après, tu as une centaine de fourmis en train de tout dévorer. Quoi. Donc tu les attires et puis après tu es embêté. Voilà, il ne faut pas perdre de vue qu'ici, on vit chez les animaux et pas le contraire. Hein. Donc, un grand frigo te permet de tout bien stocker. Et puis aussi, si tu as un congélateur, c'est pas mal parce que parfois il peut y avoir des perturbations d'approvisionnement dans les magasins.
Si tu as une grève par exemple, comme c'est une île et que beaucoup de choses viennent de l'extérieur, si tu as une grève et que l'approvisionnement de l'île est rompu rapidement, tu vas te retrouver avec des magasins vides, et si tu n'avais pas fait un petit peu des réserves de nourriture et d'eau, tu vas te retrouver sans rien. Donc il faut toujours avoir un bon nombre de packs d'eau d'avance et de la nourriture d'avance. Si tu as un congélateur, tu peux aussi avoir de la viande au congélateur, c'est pratique, tu ne te retrouves pas à manger que du riz. Voilà. Encore un sujet qu'on va aborder, ça sera le dernier, hein, parce que sinon je pense que la vidéo elle va être vraiment trop longue, mais bon, au bout de 3 mois on commence à savoir pas mal de petits trucs et j'avais envie de les partager. Donc le dernier sujet que je voudrais aborder, c'est l'accès aux soins médicaux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent. Est-ce qu'on va bien être soigné? Est-ce qu'au contraire ça va être difficile de trouver un médecin? Est-ce que, alors bizarrement les gens se posent la question, hein, est-ce que le niveau des soins médicaux est aussi bon qu'en métropole, etc. Pas d'inquiétude, on peut être très bien soigné en Guadeloupe. Moi j'en ai discuté avec des gens qui ont été pris en charge pour des opérations assez lourdes, ça s'est très bien passé. Par ailleurs, je dirais qu'on a même une certaine facilité à avoir des rendez-vous avec des spécialistes ou des généralistes, parce que ici j'ai le sentiment, il faudrait le vérifier hein, par des chiffres officiels, mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a beaucoup moins de déserts médicaux qu'en métropole et que le nombre de praticiens par habitant est beaucoup plus élevé. Alors on le voit sur les réseaux sociaux, hein, il y a des groupes infirmiers, kinésithérapeutes, médecins, etc. Des gens qui viennent de métropole s'installer ici tout simplement pour se faire la belle vie. Hein. Parce que ici, si en plus si tu aimes le beau temps, la mer, le surf, que tu aimes ton métier médical qui te rapporte des sous, ici si tu as des sous, tu vis très bien. Hein. Alors, un exemple ou deux ou trois, comme ça, quelques exemples tout à fait terre à terre. Je discutais avec un voisin métropolitain et qui me disait je profite d'être ici en Guadeloupe pour consulter un dermatologue, parce que en métropole j'arrive pas à avoir un rendez-vous avec le dermatologue, alors qu'ici j'en ai un sous 10 jours. Donc il dit en plus ils sont très habitués aux pathologies dues au soleil, et comme lui c'est ce qu'il avait, il dit voilà, j'ai beaucoup plus de facilité à trouver ici. Je discutais avec un chauffeur de VTC qui me disait qu'il s'était fait faire une opération lourde hein, de l'estomac, parce qu'il était obèse, il faisait 130 kg. Et du coup, il voulait se faire une réduction de l'estomac pour moins manger et perdre du poids. Il l'a fait faire en Guadeloupe, puisqu'il est installé ici, il travaille ici. Il était enchanté, ça s'est très très bien passé du point de vue de la prise en charge hospitalière. Et moi je l'ai vu, il faisait plus 130 kg, mais 70 ou 80, donc ça a fonctionné. Un petit exemple, un dernier exemple qui nous concerne nous personnellement, il y a quelques temps maintenant, là, 1 mois et demi ou 2, on a eu une petite alerte dentaire, une urgence dentaire. Et pourtant on avait vraiment fait le grand carénage avant de partir, hein, tous les trois, on avait fait les grandes révisions et même au-delà pour Noé, parce qu'il avait un petit souci qu'on avait anticipé. Mais malgré tout, on a eu une petite urgence dentaire. Et donc sur Doctolib, tout simplement, on a trouvé un rendez-vous chez un dentiste à 2 km. Le rendez-vous c'était sous 10 jours. Alors vous le savez comme moi, hein, quand vous êtes en métropole et que vous avez un rendez-vous, qu'il vous faut un rendez-vous chez le dentiste, si votre dentiste ne vous fait pas une faveur, vous allez attendre des lunes. Ici, sous 10 jours, on a eu un rendez-vous, et ça s'est même raccourci, parce que sur Doctolib, tu peux mettre une alerte s'il y a un désistement, et au final, on a eu rendez-vous sous 5 ou 6 jours. On a été très bien soigné, très bien pris en charge, et on sait maintenant qu'on pourra aussi avoir de la chirurgie dentaire sur place si on doit aller plus loin. Très bonne prise en charge médicale. Dans les villages, il y a des centres médicaux avec un petit peu tous les praticiens. Là, dans celui qui est à côté de chez nous en ce moment, il y a généraliste, dentiste, kinésithérapeute, infirmière. Donc tu peux être très bien pris en charge et beaucoup plus rapidement que d'habitude. Donc ça, c'est quand même très appréciable. Voilà, écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, et puis au plaisir d'évoquer d'autres sujets plus tard, peut-être un bilan pour les 4 mois, les 5 mois, les 6 mois, je ne sais pas. Et puis sinon on se retrouve pour des petites vidéos plus touristiques à l'occasion.